Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur non pas les sources comme la dernière fois, mais c'est la suite logique en fait de l'étudiant en histoire. On se retrouve pour une vidéo sur la bibliographie. La bibliographie, c'est quoi? C'est l'ensemble des livres, enfin des ouvrages, des articles, des sites internet que vous allez utiliser pour votre mémoire ou votre travail de recherche, quel qu'il soit. Donc, moi, j'ai eu une bibliographie qui est extrêmement épaisse, extrêmement riche, et qui, je dois l'avouer, a été peut-être ce qui m'a le plus aidé, bien plus peut-être que les sources elles-mêmes. Donc, ma bibliographie est composée de travaux fondamentaux. Ces travaux fondamentaux, en fait, ce sont des travaux qui ont été faits fin des années 50 et plus précisément dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les chercheurs en histoire se sont aperçus que il fallait une espèce de, pas un coup de jeune, mais un petit coup de fraîcheur dans les recherches, dans certains domaines de recherche. Donc, on redécouvre certains domaines de recherche, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine anthropologique, sociologique, peu importe. On retrouve un peu ce côté, on va se réintéresser à des sujets qu'on a laissés de côté ou qui sont l'apanage de d'autres historiens, mais qui ne sont pas les nôtres. Donc, jusqu'à présent, si je prends mon sujet à proprement parler, l'histoire, la peste, la lèpre et les pratiques testamentaires, ça relevait de quoi? De l'historien de la médecine et de l'historien de l'histoire juridique. Or, certains historiens ont décidé qu'il fallait s'intéresser à ces notions, mais dans un autre point de vue, c'est-à-dire qu'on va sortir ces notions de leur domaine de confort et on va les travailler dans un autre sens. C'est ce qui s'est passé dans les années 50-70, dans cette période-là. On va travailler par exemple sur la peste, non pas sur la maladie en elle-même, on va le faire bien sûr que si, mais on va s'intéresser à elle d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue zoologique, entomologique, enfin, sur d'autres disciplines. C'est pareil pour la lèpre. On va faire la même chose avec la lèpre, d'où le fait qu'on va avoir apparaître dans les années qui vont suivre énormément de travaux fondamentaux, et ça va être la même chose pour les pratiques testamentaires. Donc, on va dépoussiérer des sujets qui jusqu'à présent étaient de l'ordre de tel domaine, et on va les attaquer d'une autre manière. On va faire notre point de vue. Donc, moi, je me suis donc intéressée à ces travaux qui sont devenus des travaux fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été explorés d'une autre manière et peut-être plus en profondeur, peut-être que les travaux initiaux qui avaient été faits jusqu'à présent. Donc, si je dois vous donner des travaux fondamentaux de ce moment-là, ce sera notamment les travaux de Jean-Noël Biraven, qui sont les travaux les plus complets à ce jour, même s'il y en a eu d'autres, mais c'est les travaux les plus complets à ce jour et ceux qui seront le plus mentionnés en ce qui concerne la peste. Cet homme est un Toulousain d'origine, à la base médecin, mais qui s'est intéressé à la démographie, à l'histoire de la médecine, donc il n'avait pas, on va dire, qu'une corde à son arc. Il a voulu il a créé des travaux, il a écrit et créé des travaux suffisamment complets pour que l'historien, on va dire l'historien du futur, même si quand on fait des travaux, on se doute, on n'a pas dans l'idée en fait que l'historien du futur, on va dire, prenne nos travaux en guise de référence. Mais il a créé des travaux suffisamment complets pour que on puisse avoir une base solide sur la maladie. C'est-à-dire que lui, il a attaqué la peste sous toutes ses formes. On retrouve une partie historiographie dans ses travaux. Donc une partie historiographie, ce serait peut-être plus juste d'appeler cette vidéo d'ailleurs historiographie que bibliographie, mais bon, les deux vont un peu ensemble. On retrouve une partie sur les facteurs aggravants, sur le parcours tout simplement de la maladie. Bref, on retrouve, on va dire, toute une vue d'ensemble sur la peste, et c'est ce qui permet
d'avoir une base solide sur la maladie. Pour la lèpre, c'est la thèse de François-Olivier Toiti, qui est toujours vivant au passage, et qui est une thèse très complète. C'est ce que j'appelle un cale-porte. Il fait quand même 800 pages le livre. Bon, c'est pas énorme, mais il faut quand même l'avaler, faut le dire. Très complète sur la lèpre et les léproseries dans la région de Sens, qui est un peu juste pour moi au niveau chronologique, mais qui fait référence en matière, on va dire, de travaux fondamentaux sur la lèpre. En sachant qu'entre Biraben et Touati, vous avez à peu près une vingtaine d'années d'écart. Biraben, c'est 74-75 et l'autre, c'est début des années 90. Donc, vous avez ces deux travaux fondamentaux qui sont relativement complets et relativement discutés jusqu'à maintenant. Pour la pratique testamentaire, ce sont les travaux de Marie-Claude Marandet, qui sont 2 volumes qui ont été faits de fin des années 90, qui sont les plus complets à ce jour. Alors, c'est pareil, c'est une période qui englobe 1300, 1450, donc un bon demi-siècle, on va pas se mentir, et qui aborde un peu la pratique testamentaire un peu sous toutes ses formes. On retrouve les legs charitables, les legs pieux, on retrouve ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment les maladies contagieuses ou les maladies tout court et les pratiques testamentaires finissent par se rencontrer. On retrouve les conditions pour tester. Bref, on retrouve toute une panel de notions qui permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur comment on pratiquait la pratique testamentaire au Moyen-Âge. Donc ça, ce sont les travaux fondamentaux sur lesquels l'historien qui va travailler, que ce soit sur un des 3 sujets ou sur les 3 sujets en même temps, ou même sur d'autres maladies pour compléter, aura obligation de se baser. Donc ça, c'est les travaux fondamentaux. Les travaux fondamentaux, je rappelle, ces travaux-là sont un peu le découlement de cette façon de revisiter ces thèmes-là à partir des années 50-70, dans ces eaux-là. Donc, faut pas l'oublier. Cela a permis à d'autres historiens de poursuivre dans cette voie-là, et c'est encore dans cette voie-là que beaucoup d'ouvrages sont encore publiés aujourd'hui. Dans ces travaux-là, enfin dans les travaux, on va dire pas les plus récents, mais les plus complets aussi, et les plus novateurs, faut quand même le dire, que l'on peut voir, on va retrouver des travaux et cette fois-ci, c'est pas des travaux fondamentaux, mais c'est des travaux plutôt qui sont plus complémentaires. On va retrouver notamment les travaux de Frédéric Audouin-Rousseau, ou Fred Vargas, si vous préférez, qui, oui, elle n'est pas seulement écrivain, elle a aussi des notions d'archéologie. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le chemin, la puce et le rat, ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos, où elle va s'intéresser aux épidémies de peste dans le monde, mais plus précisément au 19e siècle, 20e siècle. Elle va se concentrer uniquement dans cette partie-là, et où elle explique vraiment, en fait, où ça vient presque limite compléter les travaux de Biraben, du moins c'est le sentiment que moi j'ai eu en lisant que ce soit l'un, que ce soit l'autre, parce qu'on retrouve des notions qu'il n'y a pas du côté de chez Biraben. C'est-à-dire qu'on va retrouver des notions entomologiques dans son ouvrage, on va retrouver des notions anthropologiques qu'on retrouve chez Biraben, mais moindres, je trouve, beaucoup moins. Donc c'est un ouvrage que je ne peux que conseiller. Pourquoi ? Parce qu'il est relativement complet, on apprend beaucoup de choses, notamment sur les modes de transmission, sur les découvertes en elles-mêmes, sur comment on est arrivé à dire que c'est la puce du rat qui est à l'origine de la peste et pas le rat en lui-même. Je trouve que c'est des travaux qui sont très difficiles à digérer, certes, mais très complets. Donc je ne peux que recommander cet ouvrage pour la personne qui a envie de s'intéresser là-dessus. On retrouve également un ouvrage qui est La peste
qui est un ouvrage sur la peste qui date de 2003. Alors là, je me souviens jamais par contre du nom, je suis désolée. Qui lui par contre a été écrit en 2003, un livre que j'ai lu peut-être 2 ou 3 fois, parce qu'il est très intéressant également. Lui est plus orienté non pas sur la France, mais peut-être sur le... Et encore de ce que l'on peut en voir, c'est... on va retrouver des parallèles intéressants entre les maladies d'autrefois et les maladies actuelles. Je pense notamment à un parallèle que les auteurs font sur l'épidémie de sida qui date des années 80, c'est pas vieux, hein, c'est tout récent, et même le sida c'est encore d'actualité, on va pas se mentir, et les épidémies de peste au Moyen-Âge. Vous allez me regarder en mode, mais pourquoi ils font ce parallèle? Pourquoi? Tout simplement au niveau des mentalités. C'est surtout ça. Les auteurs ont mis principalement en avant le côté perception de l'autre, les mentalités de l'époque. En fait, si on lit très clairement ce livre, on peut faire un parallèle entre les mentalités d'avant et les mentalités qu'on a eues dans les années 80, en creusant un peu. Hein, je vais pas vous mentir. Il faut vraiment en fait bien retourner la chose dans sa tête, mais concrètement, ils ont mis ce parallèle-là tout simplement pour montrer que l'attitude qu'on a eue vis-à-vis des populations marginales de l'époque, on l'a sans le côté bûcher, fourche patibulaire et tout le bazar, on l'a eu avec les homosexuels. Donc, on peut plus ou moins dire que cet ouvrage-là se concentre vraiment sur le côté mentalité, sur le côté social. Et c'est un livre qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre la naissance de la quarantaine, comment la quarantaine a été mise en place, dans quelle mesure. En fait, la quarantaine découle en fait des autorités italiennes, notamment les autorités vénitiennes. Donc, on apprend comment cela se met en place progressivement et comment, on va dire, les autorités ont eu l'idée de le faire on le sait pour endiguer, mais comment ils ont fait pour endiguer? On nous donne aussi également, après des chiffres, des pourcentages, mais tout ça c'est tout à fait autre chose. On nous explique également tout ce qui est autour aussi des mentalités, des populations marginales, la perception. C'est un livre que je trouve très intéressant par rapport à ça, et pour la personne qui s'intéresse peut-être aux mentalités, notamment sur les porteurs de peste. Moi, c'est un livre que je peux que recommander. Enfin, c'est un livre que je ne peux que recommander, à condition, bien sûr, d'avoir des notions bien solides sur le sujet, par contre. Ne pas non plus s'engouffrer dedans et se faire une idée d'entrée. Donc, vous avez cela, vous avez je vais y arriver. Les travaux de Signoli, qui sont très récents, ils datent de 2019, si je dis pas de bêtises, 2018-2019, qui sont la peste. C'est un petit que sais-je, qui est très facile à lire, que vous retrouvez sur Cairn si vous le cherchez, qui est très intéressant, qui est un condensé un peu des notions de la peste à l'état pur. C'est un condensé, mais c'est un condensé que moi personnellement j'ai trouvé très bien fait, parce que je trouve que pour une personne qui n'y connaît strictement rien et qui n'a pas envie de se taper des pavés de 300 pages, eh bien, il lit ça, il comprend exactement ce qu'il faut savoir. Moi, c'est des ouvrages que j'ai lus et relus pour certains d'entre eux, donc c'est pas des ouvrages que je connais par cœur, je n'ai pas avoir cette prétention, mais je peux vous dire à peu près ce qu'il y a dedans et ce que j'ai pu utiliser, du moins dans mon mémoire. Concernant la lèpre, des travaux sur la lèpre, c'est surtout Jean Vito qui en a fait, après Touati. C'est des travaux qui sont très complets, très intéressants aussi. Il y a par exemple un Que sais-je également qui est paru cette année en 2020, qui donne quand même un panel très complet de la peste, la façon dont on l'a traitée, la façon dont on l'apercevait, les origines qu'on lui donnait. C'est un très très bon panel, je trouve, pour la personne qui a envie d'en savoir plus. Donc déjà, pour les travaux fondamentaux et les livres un peu complémentaires, je trouve que c'est quand même un bon truc. Pour les pratiques testamentaires, moi, j'en ai pas trouvé énormément, j'ai surtout trouvé dans des articles. Mais les articles, on les verra après. Mais d'abord, ensuite vous avez ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller voir les dictionnaires. Même avant de vous attaquer aux travaux fondamentaux,
allez voir les dictionnaires historiques. La définition qu'ils donnent de la peste, de la lèpre, bon, des pratiques testamentaires peut-être pas, quoique vous pouvez trouver quelque chose sur le testament, ça c'est sûr, mais moi je vous conseille d'aller quand même d'aller voir, on va dire, ce qu'ils appellent les ouvrages généraux, c'est-à-dire tout ce qui est manuel, tout ça. Donc je vous conseille quand même, je conseille d'aller voir, même si dans les manuels on trouve 3 lignes sur la peste et terminé. Ça par contre je l'ai vu et je suis passée à autre chose parce que j'ai vu que concrètement la peste n'était pas abordée, donc voilà. Mais concrètement, euh, allez voir les ouvrages régionaux, enfin pas régionaux, généraux, ça peut déjà, enfin ça peut donner une idée de comment, on va dire, ces deux maladies sont résumées déjà par les historiens, moi je trouve. Après, pour passer, on va dire, loin des ouvrages spécialisés, moi ce qui m'a intéressé, c'est les ouvrages plus centrés régionaux, c'est-à-dire Languedoc et Toulousain. Donc là, vous n'avez pas 50 livres pour le Languedoc, vous avez un Ladurie, qui est l'histoire du Languedoc, si je dis pas de bêtises, par exemple, surtout pour l'auteur, qui est intéressant, je dirais que oui, il est intéressant parce qu'il donne un peu, il donne, surtout pour la période qui m'intéressait, il donne quelques informations, pour des informations générales sur le contexte 14e, 15e, mais il vous donne aussi des petites précisions que des fois je trouve dans les livres qui sont plus axés sur Toulouse, sont un petit peu laissés de côté. C'est-à-dire que, et encore, tout dépend. C'est-à-dire que par exemple, le mouvement des pastoraux, qui sont des vagabonds en fait, ce sont des vagabonds, des pauvres, ou même des bergers, on trouve les deux notions des deux côtés. Ce sont des gens qui allaient un peu, qui erraient un peu sans but et qui tapaient un peu sur tout ce qui bouge, en particulier les juifs et les lépreux. Ben, c'est pas forcément toujours mentionné, mais on retrouve la mention des pastoraux, par exemple, dans le Ladurie, l'histoire du Languedoc. Donc déjà, c'est intéressant de se tourner vers ce genre d'ouvrage. Ensuite, pour les ouvrages régionaux, il n'y a pas 50 comment dire, il n'y a pas 50 ouvrages qu'on peut conseiller. Il y a le Henri Ramet et le Philippe Wolff. Ce sont histoires de Toulouse, des deux côtés. C'est des histoires générales de Toulouse, mais qui sont complémentaires, je trouve, l'une de l'autre, parce que l'une va donner des détails qui n'est pas dans l'autre. Je sais par exemple que dans le Ramet, on trouve la mort, par exemple, de certains membres de la famille d'une famille de Toulouse. Je ne vais pas dire le nom parce que je vais l'écorcher, je suis désolée, que l'on ne retrouve pas par exemple dans le Wolf. Donc déjà, on retrouve certaines informations intéressantes dans le Ramet. Alors, c'est vrai que pour la lèpre, il n'y a pas énormément de mentions pareilles dans le Wolf, mais ça vaut le coup quand même d'aller voir parce qu'on peut trouver des plans, on peut trouver des mentions des hôpitaux, on peut trouver certaines choses. Donc, c'est des incontournables. Que vous travaillez sur Toulouse, c'est deux incontournables, vous ne pouvez pas y échapper. Pour moi, vous ne pouvez pas y échapper. Ensuite, pour en finir avec les ouvrages, bon, on en a fini, on va dire, on en a largement terminé. Vous aurez tout en barre d'infos de toute manière. Là, je vous en cite que quelques-uns parce que si on devait faire le listing, ce serait extrêmement long, extrêmement pénible, et c'est bien mon but. Vous aurez tout mon listing en barre d'infos, que ce soit les articles ou les ouvrages ou les sites internet. Vous aurez tout en bas, vous pourrez consulter. Ensuite, pour le niveau des articles, au niveau des articles, il y en a énormément sur la peste, ça je peux pas l'enlever, et il y en a quelques-uns sur la pratique testamentaire, mais il n'y en a pas tant que ça. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la lèpre, alors c'est un peu la croix et la bannière pour en trouver, mais bon, c'est comme ça. La lèpre, le problème, c'est que c'est un truc qui a tellement été fait et refait qu'au bout d'un certain temps, on ne voit pas l'intérêt en fait de publier en fait. Donc moi, ce que j'ai trouvé sur la lèpre, enfin sur la peste, pardon, c'est des articles c'est des articles ce sont des articles qui sont en rapport avec les estimes. Par exemple,
Les estimes, ce sont en fait comment on calculait les impôts à l'époque. Donc déjà, si vous travaillez un peu sur la démographie ou sur les taux de mortalité, ça peut vous donner une idée un petit peu de comment étaient calculés un peu les impôts à l'époque. Et puis surtout, peut-être se faire une idée aussi de les pourcentages peut-être aussi, voire peut-être les familles qui ont disparu, qui n'ont pas disparu. Mais après ça, c'est des choses qu'il faut creuser à côté. Vous avez également des articles sur la mentalité, les mentalités tout simplement, entre la peste et la lèpre. Bien souvent, les deux sont mis en parallèle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, parce que tout simplement, les comportements pour l'un vont se déteindre sur l'autre. Donc, on va traiter un petit peu, comme je l'ai dit, la peste à la même manière que la lèpre. Donc, ce qui fait que on ne sait pas trop en fait comment prendre la chose. On retrouve également des articles sur les pratiques testamentaires, notamment les structures qui sont les plus favorisées par rapport à d'autres, le rapport que les gens ont avec certains couvents, certains mouvements religieux. On retrouve certaines notions. Donc ça peut être intéressant, notamment pour compléter, je sais pas moi, les notions que vous avez vues dans le Marandais, ou compléter des notions que vous avez trouvées dans les sources. Ça peut être très intéressant de s'y pencher dessus. Après, vous retrouvez aussi des articles concernant les hôpitaux, les regroupements d'hôpitaux par exemple, les regroupements de léproseries, vous en trouvez, notamment dans la presse régionale et locale principalement, pas forcément dans la presse au proprement parler, la presse spécialisée, mais surtout dans la presse régionale. Donc, c'est des sources d'informations qui sont pas négligeables. Notamment la disparition par exemple des hôpitaux, vous allez surtout les hôpitaux toulousains ou des léproseries toulousaines, ce sera surtout dans le régional et le local. Donc c'est des articles qui sont quand même très intéressants, qui sont pas faciles à trouver, donc vous pouvez les trouver à la bibliothèque du Périgord, vous pouvez les trouver peut-être sur Gallica et encore, pas tous, parce que Gallica, même si c'est très large, il n'y a pas tout, parce que moi j'ai galéré pour trouver certaines sources. Donc ça reste quand même des articles qui sont quand même relativement pas négligeables. Après, est-ce qu'on peut inclure les manifestations culturelles comme les congrès, les trucs comme ça? Moi, je les ai pas inclus personnellement parce que je ne sais pas trop je ne savais pas comment m'y prendre, je savais pas comment les aborder. Donc c'est quelque chose que j'ai laissé un peu de côté. Mais après, on peut tout aussi bien en parler, mais pas forcément dans le cadre en fait de la bibliographie. Donc voilà, enfin bibliographie, historiographie en l'occurrence. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me les demander. N'hésitez pas à me poser des questions, je ne mords pas. Je sais que dans cette vidéo, je cherche un peu mes mots, mais ça, c'est malheureusement... Même quand je connais parfaitement mon sujet, malheureusement, j'ai tendance un peu à faire ça parce que j'ai du mal à aligner des fois mes idées, à les raccorder un peu comme on raccorde des fils électriques. Donc, faut pas m'en vouloir par rapport à ça. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à aller voir les vidéos introductives avant de regarder celle-ci, celle des sources, histoire que vous ne perdiez pas et que vous savez déjà de quoi on parle. Après, ceux pour qui ça intéresse, ceux qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément faits que d'histoire mais qui ont envie d'en savoir plus, il ne faut pas hésiter à me poser des questions en barre d'infos. Je suis là pour ça, pour vous répondre et je réponds assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!